Plus je réfléchis les talkers, plus je me demande si on doit vraiment se demander si Alcaraz peut battre Novak Djokovic. Finalement, après la performance qu'il vient de nous livrer hier soir, après le niveau de jeu stratosphérique de l'Espagnol contre Stefanos Tsitsipas, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt se demander si Djokovic peut battre Alcaraz? Alors pour décrypter tout ça, pour analyser cette demi-finale que finalement tout le monde attend, on se retrouve tout de suite juste après le jingle. Alors pour décrypter, pour comprendre les enjeux de cette demi-finale, je voulais revenir évidemment, commencer par Carlos Alcaraz. Alors Carlos Alcaraz, on le sait, c'est 20 ans, c'est des records en pagaille, c'est le plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire de l'Air Open, c'est le seul joueur à avoir battu Nadal et Djokovic dans un même tournoi sur terre battue, c'est également le plus jeune joueur à avoir gagné l'US Open depuis 1990. Bref, Alcaraz, il est au sommet de son art, le seul truc c'est qu'il a 20 ans. Alors, dans quelle forme finalement il arrive face à Novak Djokovic? Dans quelle forme il va arriver vendredi sur le court? Déjà, si on regarde sa saison sur terre battue, on peut dire que c'est déjà une saison réussie avant Roland-Garros. On avait certes quelques inquiétudes quand on a appris son forfait avant Monte-Carlo, mais finalement, on sait aujourd'hui que c'était un forfait plus de prévention. Et donc, il est allé gagner Barcelone, il est allé gagner Madrid. Effectivement, on a cette défaite au premier tour face aux Zen Marosan au premier tour, donc une défaite assez prématurée, mais qui n'augurait pas finalement du Roland Garros qu'il va faire aujourd'hui. Et quel Roland Garros les talkers, quel Roland Garros pour l'instant. Pour moi, l'Espagnol réalise un parcours, on va dire, quasi parfait, je mets vraiment des guillemets parce que à part ce petit set lâché contre Taro Daniel, où on lui semblait un petit peu moins bien, un petit peu plus dans le dur, c'est à chaque fois des matchs menés parfaitement, de bout en bout, en maîtrise. Et je trouve ce qu'il y a très très intéressant dans son parcours finalement, c'est sa gradation dans son niveau de jeu. C'est vraiment pour moi la marque des plus grands. On sait évidemment qu'en Grand Chelem, il y a une notion d'économie d'énergie, il y a une notion d'économie de gestion que fait évidemment très bien Novak Djokovic. Mais là on voit que Carlos Alcaraz arrive aussi de plus en plus à élever son niveau de jeu. Il jouait pas pareil contre Taro Daniel que contre Musetti ou encore contre Tsitsipas, où je trouve qu'il a encore évolué dans son niveau de jeu. Et pour moi aussi, il y a un facteur déterminant et que je trouve qui représente très bien ce qui se passe autour de Carlos Alcaraz, c'est le microcosme dans lequel il joue. On le sent extrêmement à l'aise sur le court, extrêmement heureux. Il profite, il le dit, son secret c'est de profiter de ces moments, d'aimer être sur le court. Alors ça semble un peu bateau comme ça, mais je trouve qu'en réalité ça a toute son importance. On voit aussi une relation quasi fusionnelle avec Juan Carlos Ferrero, son coach. Il le regarde tout le temps, il sourit quand il y a des points, il serre le poing. Ça me rappelle évidemment la relation qu'avait Rafa avec Tony. Et tout ça me fait dire que Carlos arrive dans les meilleures dispositions. C'est vraiment, il est vraiment au prime finalement de sa carrière. En parlant de sommet, en parlant de prime, je voudrais évidemment revenir sur le match que nous a livré Carlos Alcaraz hier soir, sur ce niveau stratosphérique qu'a tenu l'Espagnol pendant 2h12 face quand même au 5e mondial, aux finalistes de Roland Garros, je le rappelle, parce que franchement, c'était pas évident à voir si on connaissait pas le tennis hier soir, que Stefanos était quand même 5e mondial. Et donc, franchement, j'ai rarement vu ça. Il faut remonter très loin pour moi pour revenir à un tel niveau de domination sur un match. Et je trouve que voilà, ça m'a évidemment fait penser à un Nadal en 2008 à Roland Garros qui avait évidemment écrasé le tournoi. En fait, pendant 2 sets et demi, c'est simple, on se serait cru dans un best-of en continu des meilleurs points du match. Alors évidemment, il menait donc 6-2, 6-1, 5-2 avant de se faire rejoindre par Tsitsipas et de devoir conclure d'ailleurs de façon magnifique au tie-break. Mais globalement, ce match est une maîtrise parfaite de bout en bout de son jeu. Et je pense qu'il est important de revenir sur ce que fait concrètement Carlos Alcaraz sur le terrain, parce que évidemment de dire que c'est magnifique ça suffit pas, il faut vraiment analyser ce qu'il fait concrètement sur le terrain. Et je trouve que Alcaraz est en train de changer un petit peu le tennis, peut en tout cas révolutionner le tennis, comme l'ont fait à leur échelle évidemment des Djokovic, des Federer, des Nadal. Ils ont changé le jeu par leur approche. Et bien Carlos Alcaraz peut aussi changer le jeu par son approche, parce que pour moi c'est l'avènement d'un tennis total. En fait, ce tennis total, c'est-à-dire que ce soit en défense ou en attaque, c'est le joueur pour moi sur le circuit qui a le plus d'options, que ce soit offensivement et défensivement.
Alors défensivement, je pense que ça peut jouer avec Novak Djokovic, mais en tout cas, par exemple, offensivement, c'est le joueur qui a concrètement le plus d'options. Et ça fait de lui un joueur totalement imprévisible. En fait, il peut jouer n'importe quel coup à n'importe quel moment. Que ce soit en coup droit, où il peut évidemment mettre une souche longue ligne, mettre un coup croisé, en revers, frapper extrêmement à plat. Mais en coup droit, il a aussi la capacité de jouer beaucoup plus bombé. Il a par exemple un coup droit qui tourne à 3000 tours minute. Et d'ailleurs, si on regarde les stats, il est beaucoup plus à l'aise dans les échanges finalement qui sont plus longs. Il a des très bonnes stats dans les échanges qui sont plus longs. Et donc, comme j'ai dit, il est aussi capable de raccourcir l'échange, de faire des amortis très tôt d'ailleurs derrière le service. Ce qui n'est pas une évidence aujourd'hui dans le tennis. Généralement, les amortis se font un peu plus tard dans le jeu. Lui, il arrive tout de suite à casser le jeu et à faire une amortie. Et tout ça met ses adversaires dans une position où ils ne peuvent pas construire le jeu. On l'a vu, Stefanos Tsitsipas hier soir n'est pas du tout arrivé à construire un plan de jeu stable. Parce qu'à chaque frappe, finalement, il était surpris par Carlos Alcaraz. En retour, il peut se mettre très loin, faire un retour très bombé, retourner au centre et donc neutraliser l'adversaire. Ou alors rentrer dans le terrain, faire quasiment un revers sauté et attaquer, monter à la volée derrière. Donc finalement, c'est complètement imprévisible comme façon de jouer. Et pourtant, malgré toute cette palette de jeux, le risque pour lui, ça serait finalement de ne pas arriver à choisir et ne pas arriver à construire, à proposer quelque chose de construit, un petit peu à la manière d'un Shapovalov. Et bien lui, il y arrive. Il arrive à ce que tout ça soit un ensemble cohérent, à ne pas abuser d'un coup, à ne pas abuser, je sais pas, de l'amorti, à ne pas abuser des coups droits extrêmement attaqués, extrêmement où il est vraiment les deux pieds dans le terrain. Il ferait tout le temps des fautes. Non, il arrive vraiment à doser chaque point avec parcimonie dans son jeu. Et toutes ces qualités ont été finalement parfaitement répétées contre Stefanos Tsitsipas. C'était une très belle répétition du jeu d'Alcaraz. Et honnêtement, je ne vois pas, peut-être à part prendre moins de mélatonine avant le match, mais je ne vois pas comment Stefanos Tsitsipas aurait pu faire mieux sur ce match, que ce soit dans le premier, dans le deuxième et dans le troisième, où il a bien recollé. Et voilà, malgré que je charrie le grec sur cette excuse qu'il nous a trouvé en conf de presse, que je trouve un petit peu ridicule quand même, il faut saluer pour moi l'attitude du grec sur tout le match, qui n'a rien dit, qui a toujours essayé d'être là, de recoller, de tenter des choses. Ça marchait pas. Enfin, il faut quand même se rendre compte de l'humiliation que c'est pour un ancien finaliste de Roland Garros, le numéro 5 mondial, d'arriver sur le court. Je pense que Tsitsipas ne se voyait pas du tout prendre 3-7 de cette manière. Et finalement, il s'est quand même accroché jusqu'à la fin avec humilité. À 5-2, il a recollé. Finalement, ça ne l'a pas fait, mais je voulais saluer cette attitude de Stefanos sur ce match. Reste maintenant à savoir si toutes ces qualités, si toute cette aura qu'il a en ce moment va suffire à faire trembler la montagne serbe. Comme à son habitude, le Serbe est là, porte d'Auteuil. Il est extrêmement solide. Il est encore en quart de finale. Et si je souligne le fait qu'il est encore en quart de finale, c'est parce que ça a toute son importance. Il signe encore un nouveau record. Le 14e quart de finale consécutif porte d'Auteuil, c'est un de plus que l'Espagnol Rafael Nadal. Et c'est pour moi tout à fait significatif ce record. Ça souligne évidemment toute la constance de Novak Djokovic à Roland Garros. C'est aussi son 55e quart de finale en Grand Chelem. Et là, évidemment, on le sait qu'il accumule des chiffres, il accumule des records à chaque Grand Chelem. Je ne vais pas relancer le débat du GOAT maintenant, mais je trouve que cette accumulation de chiffres pèse de plus en plus en sa faveur. Alors, contrairement à Alcaraz, Novak Djokovic n'arrivait pas dans la même forme que l'Espagnol sur ce Roland Garros. On le sait, c'est une saison vraiment mitigée sur terre battue pour Novak Djokovic, avec d'abord une défaite contre Musetti à Monte-Carlo, dans un match où il y a eu vraiment des hauts et des bas, où il n'a jamais vraiment su poser et trouver son tennis. Ensuite, on a eu cette défaite contre Lajovic en Bosnie, cette défaite aussi à Rome contre Rune. Bref, c'est un Novak Djokovic finalement peut-être en manque de repères qui est arrivé à Roland Garros. Mais on le sait, quand c'est un grand chelem, Novak Djokovic est en mission. Et finalement, il arrive sur ce quart de finale avec tout ce qu'il sait faire dans un grand chelem. Je trouve que c'est une très belle... Il a mis en exergue en fait, au fur et à mesure de ses matchs, la façon dont il prépare à chaque fois les grands chelems. J'ai parlé de la gradation dans le niveau de jeu qu'avait suivi en fait Carlos Alcaraz. Bien là, c'est exactement pareil. On voit, je trouve, une gestion parfaite de Novak Djokovic, même si effectivement il a connu des moments de frustration. Il a souvent été en tension envers son clan, notamment envers Goran Ivanisevic, il a vraiment des fois beaucoup hurlé dessus. Mais je trouve que voilà, il a toujours su augmenter son niveau de jeu, jamais en paniquant. Novak Djokovic ne panique jamais au meilleur des 5 manches. Et surtout, je trouve qu'il y a eu un tournant. Ce tournant, c'est contre Davidovich Fokina, où pour moi, il a eu un joueur qui l'a vraiment poussé dans ses retranchements. Et je trouve qu'il a vraiment
su négocier parfaitement cette partie, répéter ses gammes, répéter ses coups longs de ligne, répéter ses amortis. Et donc, il faut envisager les grands chelems de Novak Djokovic, mais je pense que tout le monde le sait en fait en réalité. Il faut les envisager comme une pyramide. À chaque fois, à chaque match, le Serbe bâtit, et comme une pyramide, il va arriver au sommet, et au sommet c'est la finale, il va jouer son meilleur tennis à la finale. Et potentiellement, déjà en demi-finale, on peut s'imaginer qu'il va vraiment augmenter son niveau de jeu. Et de ce point de vue, le match contre Karen Khachanov est une vraie mise en abîme de ce que sait faire Novak Djokovic. Il a fait le dos rond pendant le premier set où Khachanov a été très impressionnant, très solide, a joué exactement comme il fallait. Mais voilà, finalement, le roseau a fini par rompre et Novak Djokovic s'est imposé petit à petit. Je trouve qu'il y a quelque chose de très juste qu'a dit Wilander il n'y a pas longtemps. Il a parlé de la façon dont se déroulait un match en 5-7 et c'est vrai qu'il a dit que le match en 5-7 se décomposait en 3 parties. Vous avez 25% où vous jouez votre top niveau, vous êtes intouchable, 25% où vous êtes complètement down et vous arriverez vraiment à rien faire, et puis il y a les 50 autres pourcents où vous jouez en fait votre niveau moyen, où il faut jouer toujours un coup de plus que l'adversaire, et c'est ce que fait parfaitement Novak Djokovic. Alors pour moi, il y a une stat qui est complètement hallucinante et qui là est pareil, l'emblème de Novak Djokovic, c'est ses stats sur les tie-breaks. Pour l'instant, Novak Djokovic a disputé 5 tie-breaks. Il en a remporté 5. À l'intérieur de ces tie-breaks, il a joué 47 points. Il en a remporté 35. Il a fait 13 coups gagnants et 0 faute directe. Il a fait 0 faute directe dans les tie-breaks. Je ne sais pas si on se rend compte de la capacité de Novak Djokovic à élever son niveau de jeu dans les moments clés. Et finalement, je pense que c'est sur cet aspect que va jouer cette demi-finale, sur la capacité des deux joueurs à tenir leur niveau moyen et à faire plier l'autre. Alors dans cette confrontation, qui s'annonce vraiment homérique, on a deux joueurs qui savent tout faire. En effet, contrairement à Stefanos Tsitsipas, avec quand même un revers à une main, on sait que sur terre battue, on peut facilement se faire enfermer du côté revers, et c'est exactement ce qui s'est passé contre Alcaraz, il l'a vraiment enfermé de ce côté-là. Contrairement à un Khachanov qui des fois a un déficit de variation, Novak Djokovic, Khachanov peut mettre plusieurs fois la balle au même endroit, et à ce moment-là, que ce soit un Djokovic ou un Alcaraz va forcément en profiter. Là, vraiment, on a deux joueurs, Alcaraz et Djokovic, qui savent tout faire. Ils peuvent défendre, ils peuvent attaquer des deux côtés, ils ont tous les deux un très bon toucher, faire des amortis. Au service, Novak Djokovic, je pense qu'il a quand même un petit avantage. Mais donc en fait, le match va se jouer sur la capacité des deux joueurs à se neutraliser, sur la capacité des deux joueurs à se repousser et à prendre l'échange à leur compte. Et sur cet aspect, je pense que Alcaraz a un avantage. Je donne l'avantage à Alcaraz sur cette capacité à d'un seul coup mettre les deux pieds dans le terrain, que ce soit en revers ou en coup droit, ou à faire bouger Novak, à le déstabiliser par des chocs, par des amortis, par des montées aussi au filet, presque à contre-temps. Alcaraz sait le faire parfaitement, j'en parlais tout à l'heure, c'est ce qui fait l'ADN de son jeu, c'est finalement la qualité, la facilité qu'il a à créer la surprise sur le court. Rétrospectivement, il y a eu une confrontation entre ces deux joueurs, c'était à Madrid en 2022 et Alcaraz l'avait emporté en 3-7, nous étions au meilleur des trois manches, donc c'est évidemment une configuration différente, mais on peut quand même tirer des enseignements de ce match. Novak Djokovic avait réussi à amener Alcaraz au tie-break, en se faisant quand même vraiment malmener dans la plupart des échanges du premier, il avait été quand même plus solide dans le tie-break, et puis Alcaraz, à force, dans les deux derniers sets, avait réussi à faire plier Novak Djokovic par ses attaques incessantes, par cette volonté à chaque fois de trouver la faille dans l'échange et de faire un coup gagnant. Finalement, l'équation est simple, si je puis dire, pour Alcaraz, c'est de tenir son niveau de jeu moyen, le niveau de jeu qu'il nous a proposé depuis le début de Roland-Garros contre Novak Djokovic, et de le tenir le plus longtemps possible, de le tenir jusqu'au bout, jusqu'à la fin de ce match. Évidemment, il va y avoir des moments plus bas. Évidemment, Novak Djokovic sera là pour recoller à chaque fois. Et c'est pour ça que je fais le pari que ce match, d'abord, va aller en 5-7, et qu'ensuite, c'est Alcaraz qui va arriver à faire plier Novak Djokovic à la fin. Parce que je pense qu'il est dans cette dimension-là, il est dans cette physionomie-là de ce Roland-Garros. Alcaraz, il a la dimension, l'aura nécessaire sur le court pour ne pas trembler dans les moments importants. On l'a vu notamment contre Tsitsipas dans le tie-break, où il nous a fait des coups exceptionnels, notamment cette volée liftée incroyable. Et puis tactiquement et tennistiquement même plutôt, je trouve que c'est lui qui a le plus d'options pour embêter Novak. C'est lui qui peut prendre la balle tôt,
c'est lui qui peut faire des amortis, qui peut aller à la volée, qui a une main extraordinaire. Et donc il a tout ce panel, cette option de jeu, cette option offensive qu'il va pouvoir mettre en pratique contre Novak Djokovic. Et il va pas falloir, surtout, il va pas falloir qu'il abandonne cette volonté d'aller vers l'avant contre Novak. À aucun moment il va falloir qu'il abandonne cette volonté de vers l'avant, sans non plus tomber dans la surenchère de vouloir mettre des coups gagnants. Donc voilà, va falloir trouver le bon dosage, comme il sait le faire d'habitude, mais cette fois ça sera contre Novak Djokovic, donc c'est aussi une autre paire de manches. C'est pour ça que je vous dis que pour moi ça va aller au 5e set et que ça va être vraiment un match historique. Et pour finir, je pense que ce match va être aussi voilà, un tournant dans l'histoire du tennis. Si Alcaraz arrive à battre Novak Djokovic en demi-finale de Roland-Garros, je pense qu'il ira en réalité au bout de ce tournoi. Et que voilà, si jeune, déjà 2 tournois du Grand Chelem, on peut voir vraiment une autre légende, s'il n'en est déjà pas une, naître durant ce Roland-Garros. Je vous souhaite évidemment de pouvoir regarder ce match qui sera en plein après-midi. Je vous souhaite surtout de pouvoir regarder les nouvelles analyses, les nouveaux décryptages, les nouvelles réactions sur notre chaîne. On va suivre tout ça ensemble avec 2 nouvelles vidéos, mais aussi avec un live et des lives qui vont venir, mais surtout un live commenté de la finale. Donc pour ça, il faut évidemment que tu t'abonnes et que tu actives la cloche. On se retrouve très bientôt les Talkers pour de nouvelles analyses. Pendant ce temps-là, kiffez bien votre Roland.